Bon, on est de retour, là. Je vous laisse le numéro de téléphone si vous voulez réagir par boîte vocale, 514-500-2137. Et là, vraiment, on aborde un dossier que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on en a parlé à l'émission juste avant nous, à l'affiche avec François et Magali. On reçoit ici, là, j'avais, un peu en dernière minute, j'ai Sandia Vadlamoudi, qui est directrice générale de Cactus Montréal, et Geneviève Fortin, qui est organisatrice communautaire. Bon, alors on va tout faire ça ensemble. Moi, je vais juste vous présenter, évidemment, vous l'avez vu 200 fois, là, je veux juste vous présenter un petit vidéo, même pas une minute. Ça se passe dans l'est de Vancouver, Vancouver East Side. Et c'est une tragédie humaine. Là. Les images que vous allez voir là, si vous n'êtes pas insensible à ça, là, changez donc de poste, parce que c'est épouvantable. Et on parle d'êtres humains qu'il faut aller chercher. Et puis je pense que ça a parti dans ce coin-là. Là. Depuis qu'on en parle, là, ça faisait souvent référence à cette région-là. Regardez ça. What we're going to do is walk right through it and keep the camera rolling. So you'll see what I see as we walk through. I'm trying to fucking behave myself fucking today. Évidemment, on parle d'images brutales, d'images d'une certaine époque où moi j'avais entendu parler la première fois du concept de... Mais tu sais, dans le temps, on disait, c'était très... comment je pourrais dire ça? C'était pas le terme approprié, on appelait ça des piqueries publiques. Mais c'était des sites d'injection supervisés. Là. Le débat a commencé à se faire, je pense, c'était allé en Cour suprême avec la question de Vancouver et tout ça. Les conservateurs, on sentait qu'ils voulaient empêcher ça à tout prix pour toutes sortes de raisons un peu imbéciles, là, personnellement. Mais parlez-nous de la situation de Montréal. Comment ça s'est organisé? Ça fait longtemps que vous êtes là. C'est pas venu au monde hier, là. Cactus non, Montréal. Pas du tout. En fait, Cactus Montréal existe depuis 25 ans. Oui. Donc, ça a été mis sur pied dans la foulée de l'épidémie, en fait, du sida. Donc, oui. à la fin des années 80, où là, on réalisait là, au niveau des autorités de santé publique que un des facteurs de transmission du VIH était le partage de matériel d'injection. Oui, donc, maladie transmissible par le sang. Et c'est là qu'on a mis sur place un organisme avec l'approche de réduction des méfaits pour offrir du matériel propre, sécuritaire et stérile pour s'injecter et éviter ces transmissions. Donc ça, là, je vous prends au mot, c'est là qu'on a commencé à voir qu'on fournissait des seringues au monde. Ça a commencé à cette époque-là, vos efforts et tout ça. Parce qu'au CLSC, chez nous, dans une région éloignée de Montréal de 2500 habitants, il y avait une petite affiche à l'entrée du CLSC. Peut-être que vous l'avez vu dans vos communautés, avec une seringue, avec du verre, là, genre une seringue propre. On offrait ça gratuitement au monde chez nous? Oui, et c'est une bonne chose. Oui. On est très heureux que vous puissiez la retrouver également en région parce qu'il y a des consommations de drogue par injection, pas juste à Montréal, il y en a partout, partout où il y a des humains. En fait, il y a de la consommation de drogue. C'est très tabou. Donc, c'est un symbole qui est reconnu dans la, mais c'est encore les personnes qui consomment des drogues. Et c'est un symbole aussi qui est là pour les personnes également qui vont s'injecter de l'insuline, des personnes qui ont différentes maladies. C'est ce qui indique qu'on peut récupérer de façon sécuritaire des seringues usées. Oui, exactement. Mais je vous amène sur le dossier du tabou parce que moi, là, j'ai eu des commentaires d'élus dans ma région, puis je me mets à la place de d'autres personnes là, qui sont un peu heurtées de voir ça. Là, de dire, ben là, c'est rendu qu'on lui paye les seringues. Faut-tu lui fournir la drogue aussi? C'est ça la prochaine étape? Bon, comment ça va marcher, par exemple, un site d'injection? Parce que moi, j'y crois à ça. Là. Il y a une vision à long terme là, du développement puis d'aller chercher des gens. Là. Oui. L'objectif principal d'un service d'injection supervisé, c'est prévenir la mortalité par surdose. Ensuite, c'est prévenir la transmission du VIH, VHC. Et
Pour la question de la drogue consommée, jamais un centre d'injection supervisé ne va fournir la drogue que les personnes vont consommer. C'est toujours les personnes arrivent avec le produit qu'ils veulent consommer. Donc, nous, on aura un système d'accueil, un système de monitorage de qui vient, qu'est-ce que la personne pense consommer. Mais jamais on offrira nous-mêmes des substances, des produits. C'est ça, c'est pas un bar ouvert. Mais là, je vous amène sur un point. Bon, ce site-là, c'est un peu un environnement où la personne va aller, puis peut-être un jour aller chercher quelque chose qui va la sauver. C'est ça, c'est l'opportunité que vous offrez. Bien, en fait, c'est que ça s'inscrit aussi dans un continuum de services. Donc, les gens vont venir tout d'abord pour pouvoir s'injecter de façon sécuritaire, mais ensuite, il y a des infirmières sur place, donc ils peuvent consulter concernant d'autres problématiques au niveau de la santé, parce qu'on sait que les gens qui consomment des drogues, qui vont être amenés à utiliser les services d'injection supervisée, c'est souvent des gens qui sont plus marginalisés. Donc, c'est des gens qui vont pas nécessairement dans les services de santé traditionnels. Donc là, ils auront accès à des services de santé. Mais... Sans préjudice, sans préjugés, on est là pour vous, levez la main. Absolument. Donc, s'ils font la demande de recevoir de l'aide, ils vont la recevoir. Il y a aussi des intervenants communautaires qui vont être sur place et des pères aidants aussi. Donc, ils peuvent les écouter, les soutenir, les accompagner dans diverses démarches. Mais à la base, cette aide-là doit être demandée, doit provenir d'un besoin qu'ils ont. Quand vous parlez de pères aidants, ça m'allume aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est des gens qui ont passé par là, qui s'en sont sortis, une espèce de mentorat? Absolument. Donc, c'est des gens qui connaissent bien le milieu, qui parfois y sont encore, mais qui vont pouvoir gérer leur consommation et donner de leur temps. En fait, je dis donner, en fait, ils sont engagés. Là, ils font un travail. En fait, ils sont reconnus avec un salaire pour leur connaissance du milieu. Et ils sont là, pour partager leur expérience, mais pour apporter du soutien, du réconfort aussi. C'est un peu comme c'était là avec les travailleuses du sexe, on n'appelle plus ça de même, là, mais leur offrir un environnement. Tu sais, si vous avez besoin d'aide, on est là. Ça, là, ça fonctionne comment? Parce que le drame des organismes communautaires, c'est de jamais avoir assez d'argent. Comment vous faites pour fonctionner? Comme organisation communautaire, oui, on a un financement de base qui provient des ministères. Qui est récurrent, là. Qui est stable. En partie récurrent. On a des grands défis de financement. Annuellement, on doit déployer, là, en fait, des efforts surhumains pour boucler notre budget annuel. Pour ce qui est du projet de service d'injection supervisée, c'est un projet qui est montréalais. Alors, Cactus fait partie du projet, mais est en partenariat avec d'autres organismes communautaires, avec la Direction de santé publique, et tout ça est chapeauté par le CIUS. La Ville également est impliquée et est un appui de premier plan là, à cet effet. Coderre l'avait dit même en campagne électorale. Coderre l'a répété plusieurs fois et il est en fait immuable sur la question. Ça prend un service d'injection supervisée, c'est une question de santé et c'est une question également de développer des communautés plus en santé. Mais est-ce que c'est le premier officiellement qu'on va avoir au Québec? Ça va être le premier? C'est la première fois? Oui. Tu sais, de façon tout organisée, là. Oui. En fait, dans le projet qui est déposé, ce qui démarrerait, ça serait à Cactus, un accès à l'injection supervisée à Cactus et également avec un mobile qui, lui, pourrait sillonner les quartiers qui sont plus périphériques et faire une offre complémentaire à celle de Cactus dans un premier temps et au bout de 2 ans, avoir deux autres sites où on pourrait offrir l'injection supervisée dans des quartiers qui sont déjà identifiés comme étant sensibles. Mais là, on part de zéro, alors c'est pas près d'arriver chez nous. Tu sais, en région, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des projets, Québec sûrement, là, mais ailleurs en région, là, est-ce qu'il y en a eu des projets pilotes? Il y a Québec qui fait, en fait, qui travaille depuis plusieurs années là, avec les autorités locales, là, avec la santé publique de Québec, avec le municipal, pour essayer d'obtenir lui aussi l'exemption et offrir ce service-là. Mais c'est ce qui est la première chose à faire, c'est obtenir cette exemption au niveau fédéral pour pouvoir opérer dans un contexte légal. C'est compliqué, hein? Ça doit être beaucoup de paperasse. C'est parce que je suis allé à Bordeaux il n'y a pas tellement longtemps, puis ça va passer à la télé dans quelques semaines, puis
on rentre en prison, puis on fait le parcours du détenu ou du prévenu. Puis je demande à la dame, évidemment, c'est la cassette, hein, mais la drogue, là, tu sais, il y a des gens, c'est un hôpital psychiatrique, Bordeaux, là, c'est pas une prison, là, on envoie trop de gens là-bas. Mais quand je rentre puis je suis accro à la drogue, là, je peux pas arrêter cold comme ça, là, leur donnez-vous de la drogue. Elle n'a jamais voulu me dire oui. Mais ça se peut pas. J'ai dit, la personne qui s'injecte, là, ça y prend de quoi? Là, vous allez la traiter médicalement. Puis elle n'a jamais voulu me dire, mais je voyais bien dans sa face que ça se peut pas, là. Mais en fait, ce qui se produit dans les prisons, c'est qu'il peut y avoir des traitements de substitution aux opiacés comme la méthadone, le Suboxone. Mais il n'y a pas de ces traitements-là qui vont exister, par exemple, pour la cocaïne ou pour d'autres types de drogues. Donc, on est vraiment dans les opiacés, qui soient médicamenteux. Ou, mais ça, c'est un cas, là, c'est un cas pathétique, là, les prisonniers en prison. En fait, il y a beaucoup de pression qui est faite pour pouvoir avoir accès au matériel stérile en prison parce que c'est jouer à l'autruche que de ne pas reconnaître qu'il y a consommation. Donc, la prison n'est pas un milieu stérile. Je donne l'exemple, en région, chez nous, on a parti des logements communautaires, puis les organismes disaient, OK, on va en réserver pour les femmes victimes de violences en transition, puis 2 lits de crise. Mettons, quelqu'un est en overdose, ça presse, la police, peu importe, on les stabilise là. Mais j'ai pas de ressources, moi, en région, pour dire, ben garde, on va t'offrir de quoi, tu sais, tu peux pas couper de même. Comprenez-vous mon point? Là, on n'a pas d'infrastructure, on est dans la rue. Tout à fait, parce que c'est un des bâtons de pèlerin qu'on porte quotidiennement, de dire ça prend des ressources à toutes les étapes. On ne peut pas manquer une étape parce que cette personne-là, si elle n'a pas le service adéquat au moment où elle en a besoin, bien, on vient peut-être de la perdre. Et c'est pour ça que pour nous, le service d'injection supervisée est tellement primordial parce que ça fait plus de 25 ans qu'on travaille avec les personnes qui utilisent des drogues par injection. On les accompagne à toutes les étapes en prévention de passer à l'injection pendant que la personne consomme. Et là, au moment crucial où on pourrait avoir une intervention de processus de soins, on ne peut pas être près d'elle pour pouvoir l'accompagner et lui offrir, en fait, tout C'est ça. C'est le maillon qui manquait. Voilà. Bon, là, le temps file. On a le temps encore un petit peu. On ne prendra pas de pause parce qu'on va parler tabac vers midi. Mais vous dites, on va peut-être la perdre si on n'intervient pas, puis elle va mourir, elle va se ramasser dans la rue, ça va être pire, il va arriver des événements malheureux. On peut perdre sa confiance aussi, tout simplement. Mais pour nous, ça, c'est crucial. C'est vrai, parce que là, c'est encore plus dur à aller le chercher, sans doute. Mais comment ça coûte? C'est tellement abstrait, on en a parlé avant l'entrevue. Comment ça coûte lâcher le morceau, puis se déresponsabiliser? Puis comment ça coûte se prendre en main puis dire, ben, on va faire un site comme Cactus. Il doit y avoir une analyse de coûts, là, où on rentre dans notre argent. C'est bête à dire, là. Bien, à Cactus, il faut savoir que principalement, quand on parle du TSS, on pense surtout au VHC, donc l'hépatite C et le VIH-Sida. Si on pourrait parler de coûts humains, parce qu'il y en a, mais si on parle de coûts économiques, il faut savoir que traiter quelqu'un qui a l'hépatite C, ça peut coûter entre 80 et 120 000 pour une personne pour un traitement. Quelqu'un qui est atteint du VIH-Sida ça peut coûter entre 1 000 et 2 000 $ par mois et pour le restant des jours de la personne. Donc, quand on pense en soins de prévention puis en termes d'économie, il faut savoir que les coûts associés à un service d'injection supervisé au niveau des coûts qui vont être soustraits, en fait, au réseau de la santé plus traditionnel, bien, on va... En tant que société, on va rentrer dans notre argent assez rapidement. Puis le coût humain, là, tu ne peux pas mettre de prix. Il n'y a pas de prix à ça, de perdre une vie. Là. Et on a vu un bel exemple avec le centre Mélaric qui a fermé cette semaine, un coût humain qui est très lourd et qui aurait pu être évité et coûter moins cher en bout de ligne. C'est très difficile. Tu sais, les gens ne s'imaginent pas. On en a parlé justement de ce centre-là. Moi, j'étais allé voir celui de Trois-Rivières. Carignan, c'est ça exactement. Puis, tu sais, des rechutes, t'en as, puis ça prend du temps, puis c'est long, puis... Mais ça coûte combien de garder en prison? Bien plus cher. Ben oui, bien plus cher. Puis, à un moment donné, à force d'aller en prison, dans ces clientèles-là, c'est qu'ils sont mieux en prison, finalement. Ils vont tout faire pour y retourner. Inconsciemment, parce qu'ils sont encadrés, ils ont quasiment plus de sécurité que d'être dans la rue puis de crever. J'ai vu du monde de même, là. Les agents me parlaient de ça, mais c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Alors là, comment ça va s'organiser dans les prochaines dates? Qu'est-ce qui arrive dans les prochaines étapes?
Les prochaines étapes, en fait, en ce moment, ce qu'on attend, c'est vraiment l'octroi de l'exemption au niveau fédéral. Mais là, ça devrait se régler assez facilement. On a bon espoir. Évidemment, il y aura encore des allers-retours pour peaufiner le projet et s'assurer qu'on répond là, aux exigences ministérielles. Une fois l'exemption obtenue, ben, on devrait entrer au niveau régional en mode implantation. Qu'est-ce que vous voulez dire en mode régional? Vous parlez de Montréal, là? Je parle de Montréal, oui, mais on est bien attaché avec le ministère de la Santé également, qui, lui, a octroyé, ben, va octroyer un budget pour financer ce service. Savez-vous combien, à peu près, qu'on s'attend à avoir, là? On peut-tu le dire? Oui? Oui, c'est un chiffre qui a été publicisé. En fait, c'est un 6 millions au total pour mettre sur pied le service et puis assurer, là, dans le fond, l'installation, la rénovation des bâtisses, etc. Et après, c'est quelques 1 million là, par année pour les opérations là, complètes. Donc, oui, c'est un très petit budget et ce qui a été démontré, c'est qu'à l'intérieur de 4 ans, on est en fait gagnant sur l'investissement en termes de prévention et de coûts de santé. C'est incroyable. Hein? Moi, chez nous, là, je ne veux même pas faire de démagogie, c'est méchant ce que je veux dire. Mais le Conseil des maires, là, on a des problématiques graves de santé communautaire, population poquée. Là. Dans l'Agence de la santé à Montérégie, là, il y a un gros point rouge, là. Puis c'est Huntington puis Elgin. C'est chez nous, les pires cas. Bien, ils ont préféré investir dans une piste cyclable de 3 millions en petite poussière de roche. Je veux même pas parler. Ça m'a fait plaisir. Alors, allez voir le site Cactus, on l'a montré à l'écran. J'imagine que vous prenez des dons aussi, tu sais, si quelqu'un veut se... Hein? Bon, puis vous êtes enregistré comme organisme. On est enregistré comme organisme de bienfaisance. C'est bon. Vous allez pouvoir constater l'ampleur des services qu'on offre parce que, oui, on travaille avec les personnes UDI, mais on a différents programmes, justement, qui leur permettent de mettre en scène leur citoyenneté à part entière. C'est bon. Ben, merci bien, mesdames, d'être venues. Alors, allez visiter ce site-là. Appelez-nous donc, vous, est-ce que ça vous choque? Moi, j'aimerais ça, moi, en avoir un site chez moi. Puis, je suis sûr que dans la région où vous êtes, vous ne le voyez pas, mais ça existe. Allez faire un tour entre 2 immeubles. Là, vous allez trouver des matelas, des seringues, toutes sortes d'affaires, du vieux linge. Tu te dis, ah, ouais, ben oui, ça existe. Alors, on prend une pause. Après, on va parler de tabac. Ça fait 8 heures que je n'ai pas fumé.